Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. À 3 jours du référendum grec, les sondages se multiplient dans le pays. Le oui pourrait l'emporter selon certaines enquêtes, quand d'autres mettent en avant une opinion très partagée à ce stade. En attendant, c'est une campagne éclair de part et d'autre pour expliquer les enjeux de ce vote populaire. Analyse à suivre. Je suis président d'honneur à vie, clame Jean-Marie Le Pen. Après l'annulation de sa suspension par la justice, le fondateur du Front National obtient un répit avant le vote prévu des militants. Et c'est un nouvel épisode du conflit avec Marine Le Pen qui a décidé de faire appel de cette décision. Les soutiens se multiplient pour sauver l'émission phare de Canal+. Les guignols de l'info seraient menacés à la rentrée prochaine. Et les responsables politiques, cibles de ce journal satirique, se mobilisent en sa faveur, à l'instar d'Alain Juppé qui a changé sa photo sur Twitter pour la remplacer par celle de sa marionnette. Toutes les réactions dans ce journal. Enfin, les fortes chaleurs se maintiennent sur tout le territoire avec des risques d'orage dans l'ouest de la France. Cette situation va durer encore quelques jours. L'occasion de faire le point ce soir de manière générale sur les conseils à suivre avant l'été. Notre corps est soumis à rude épreuve. Comment prendre sa santé en main? Les recommandations du docteur Frédéric Saldman, le cardiologue et nutritionniste, est mon invité pour le grand entretien tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. C'est une décision de justice qui relance le feuilleton Le Pen. La suspension de Jean-Marie Le Pen du FN a été annulée. En attendant le vote des militants sur ce sujet, Marine Le Pen fait appel de cette décision. Tous les détails avec Mounir Soussi. La justice s'immisce dans la querelle familiale et politique que traverse le Front National. En annulant la suspension de Jean-Marie Le Pen décidée le mois dernier par le bureau politique du FN, le tribunal de grande instance de Nanterre donne raison au fondateur du parti qui peut garder sa carte et retrouver ses droits d'adhérent et de président d'honneur. C'est quand même un très fort symbole et c'est effectivement un désaveu de la position du Front National qui avait été plaidée. On ne peut pas dire le contraire. Dire le contraire, c'est faire preuve d'une certaine malhonnêteté intellectuelle. Une victoire sur la forme pour Jean-Marie Le Pen, car aux yeux de la direction, cette décision ne change rien. Suspendue après plusieurs dérapages sur Pétain, l'occupation ou les chambres à gaz, la rupture politique est consommée entre le père et sa fille. La réforme des statuts du parti devrait être adoptée par un vote des militants le 10 juillet. Elle prévoit de supprimer la fonction de président d'honneur et d'interdire à ses membres d'appartenir à une formation jugée incompatible avec le FN. Un texte sur mesure pour écarter Jean-Marie Le Pen et l'empêcher de fonder son propre mouvement. Cette décision de justice permet au leader déchu de voter au prochain congrès qu'il appelle pourtant à boycotter. Marine Le Pen a déjà annoncé que le FN ferait appel. Les guignols de l'info seraient menacés à la rentrée prochaine. Le journal satirique de Canal+ pourrait disparaître ou devrait en tous les cas évoluer. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de soutien, notamment sur les réseaux sociaux. Et parmi les défenseurs de l'esprit Canal, on retrouve les responsables politiques. Sophie Normand-Couturier. La mobilisation a été immédiate. Les messages de soutien à l'emblématique journal satirique de Canal+, nombreux. Il faut les sauver. Ce côté acide qui quelquefois nous amène à mal réagir quand on se sent dans la cible des guignols, mais c'est quelque chose qui aère aussi l'actualité et la manière de commenter la politique. Sur Twitter aussi, les politiques s'en mêlent, n'hésitant pas à changer la photo de leur profil, comme Alain Juppé, ni à reprendre à leur compte les célèbres expressions qui caractérisent leur marionnette, à l'image de Cécile Duflot. Jean-Luc Mélenchon parle lui de censure et s'en prend à Vincent Bolloré, patron de Vivendi et actionnaire majoritaire de Canal+. C'est lui qui serait à l'origine de ce possible arrêt du programme, à la demande, dit-on, de Nicolas Sarkozy, ce que dément l'entourage de l'ancien chef d'État. En attendant la décision, une pétition circule sur Internet. Touche pas aux guignols a déjà reçu plus de 25 000 signataires. L'ancien président de Canal, Pierre Lescure, a lui démissionné du conseil d'administration d'Havas, dirigé par Vincent Bolloré, en signe de protestation. Oui ou non? Pour le moment, difficile de savoir ce qui pourrait se passer dimanche en Grèce. Les derniers sondages donnent le oui au référendum en tête, mais l'opinion grecque est encore largement indécise. Et la crise grecque met à rude épreuve le couple franco-allemand. On voit tout cela avec Flora Sauvage.
Face à l'intransigeance de la chancelière allemande, François Hollande a finalement dû se ranger derrière la position d'Angela Merkel. Alors qu'elle militait hier encore pour un accord rapide, la France a rejoint la position de l'Allemagne qui refuse de reprendre les négociations tant que le référendum n'aura pas eu lieu. Au Sénat cet après-midi, le ministre des Finances, Michel Sapin, a affiché un discours de fermeté. Hier après-midi, le Premier ministre a dit ou redit « j'organise un référendum ». C'est son droit. A dit ou redit « j'appelle à voter non », c'est son droit. Mais dans ce cadre-là, vous le comprenez bien, il n'est plus possible de discuter de quoi que ce soit pour trouver un accord d'ici dimanche prochain. Désormais, l'avenir des Grecs est entre leurs mains. Un sondage donne le oui gagnant. Le oui a des conséquences. Elle permet, cette réponse du peuple, d'avoir une négociation qui reprend immédiatement. Le non aura des conséquences. Elles sont inconnues, celles-là, ou très peu connues, pour les uns comme pour les autres. Mais quel que soit le résultat, la France sera là pour maintenir le dialogue. Un dialogue que les Européens appellent de leur vœu, mais pas à n'importe quel prix. Les Allemands s'inquiètent d'avoir à payer la dette des Grecs. Les Français ont 70 milliards d'euros en jeu. Ça n'a pas l'air de les concerner trop. Les Allemands ont 90 milliards d'euros en jeu. Ça a l'air de les inquiéter beaucoup. Bon. Ça, c'est une réalité. Je pense aussi que Mme Merkel et M. Hollande se sont un peu répartis le travail. Ce qui est normal, il y a un peu good cop, bad cop. Un bon et un mauvais flic. Dans cette tragédie grecque, François Hollande a martelé jusqu'au bout que la porte des négociations restait ouverte. Mais cette fois, le discours est plus ferme face à un Premier ministre grec qui appelle ses électeurs à dire non. Et tout de suite, c'est l'analyse de notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. J-2 donc avant ce référendum. Est-ce que vraiment le couple franco-allemand est mis à rude épreuve? Ou alors, comme vient de le dire dans notre reportage Pascal Lamy, eh bien c'est une répartition des rôles et du travail? On trouve que dans la tempête, les clivages fondamentaux ressurgissent automatiquement. Parce qu'il y a un quiproquo fondamental. Pour Mme Merkel et les Allemands, la construction européenne est une construction juridique fondée sur du droit. Pour M. Hollande et les Français, la construction européenne est une construction de solidarité fondée sur une négociation permanente. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est la conception allemande de Mme Merkel qui est en train, évidemment, de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après un très long marathon, course grecque par excellence, après un très long marathon, les Grecs, on leur a dit, le 30 juin, c'est terminé. C'est ce qu'indique l'ensemble des traités, l'ensemble du droit sur lequel est fondée cette construction européenne. Le 29 juin, les Grecs se lèvent. Mme Merkel dit, dans ces conditions, la course est terminée, le marathon, on vient de franchir la ligne d'arrivée, et donc c'est terminé. Maintenant, c'est aux Grecs de choisir. Et qu'a dit M. Hollande? Non, 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 non. Après le marathon, il y a encore un dernier tour de piste, on va encore négocier. Non, ce n'est pas possible. Le 30 juin, c'est terminé. Et dans cette affaire, Mme Merkel a plutôt eu du flair, parce qu'elle a su, elle a vu tout de suite que le fait que les Grecs sortent de la table de négociation allait créer une pagaille en Grèce que l'on voit et que ça allait être bon pour le oui. Et aujourd'hui, effectivement, vient de sortir le premier sondage favorable au oui. Alors que M. Hollande, lui, avec son idée toujours de négociation, lundi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit lundi, de toute façon, la France est prémunie, nous avons des moyens de défense que nous n'avions pas il y a 4 ans et que nous avons aujourd'hui. Or, cet après-midi, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit si c'est le non, eh bien on rentre dans l'inconnu. Donc lundi, on est prémuni, jeudi, on est dans l'inconnu. Et la crise grecque, Jean-Louis, alimente aussi le débat politique intérieur en France. Alors exactement, et ça c'est tout à fait normal. Alors là, on rentre dans la politique et donc on rentre dans l'évolution de l'opinion publique. Qu'est-ce qui se passe? En 2012, quand on a signé le deuxième plan pour la Grèce, plus des 2 tiers des Français étaient favorables à ce que la Grèce reste de l'Union européenne. Et à la fin de ce marathon, on s'aperçoit aujourd'hui dans un sondage que 58% seulement des Français sont favorables à ce que la Grèce reste dans l'Union, dans la zone euro. Et 78% des électeurs de droite sont favorables à une sortie. M. Sarkozy a vu les sondages, il dit ça tombe très bien. Et qu'est-ce qu'il déclare au monde? Hier, il dit, écoutez, les Grecs sont sortis de la table de négociation, donc, de fait, ils sont sortis de la zone
euro. Et à partir de là, effectivement, là aussi, la position de M. Hollande est plutôt fragilisée parce qu'en réalité, les Français sont de moins en moins favorables. Ils se trouvent en fait compte de plus en plus allemands. Comme il y a une politique d'austérité en France, ils disent, je ne vois pas pourquoi nous allons payer pour les Grecs. Et ça va continuer parce que on a beaucoup parlé ce dernier mois d'1,5 milliard que devaient verser les Grecs au Fonds monétaire international. En fait, il faut qu'ils trouvent 15 milliards d'ici à la fin de l'année et d'ici à 2018, 50 milliards. Donc le débat va continuer. Le marathon, le mythe de Sisyphe et le tonneau des Danaïdes. Et le sprint final peut-être d'ici dimanche, on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault. Suite et fin du sommet climat et territoire qui s'est tenu à Lyon, une conférence internationale qui préfigure la grande conférence, vous le savez, sur le climat COP21 qui aura lieu à Paris au mois de décembre 2015. Il y avait plusieurs participants du monde entier, des contributions de tous horizons. Les grands moments de cette conférence sont à découvrir juste après le journal, mais d'abord, dans un instant, c'est l'entretien du jeudi. Avec mon invité ce soir, il est nutritionniste, cardiologue, auteur de très nombreux ouvrages sur notre santé. Le docteur Frédéric Salman, c'est à suivre après le rappel des principales informations en France et dans le monde. C'est le tour de l'info. Il est signé Nathalie Guilloire. 3 jours de visite en France et une cinquantaine d'accords pour plusieurs dizaines de milliards d'euros. Selon le gouvernement, les relations économiques entre les deux pays sont donc à leur meilleur niveau historique et tous les moyens sont bons pour convaincre les investisseurs chinois. Je voudrais à mon tour adresser aujourd'hui ce message aux chefs d'entreprise chinoises. Venez investir en France, venez vous installer en France. Wan Ying Luo Zhong Guo. Cette entente entre les deux pays arrive au bon moment. La conférence internationale sur le climat approche et Pékin, premier pollueur mondial, confirme son engagement à plafonner ses émissions de CO2 à l'horizon 2030. 2 militaires français sont soupçonnés d'agressions sexuelles sur 2 enfants au Burkina Faso. Ils ont été rapatriés en France et placés en garde à vue. Les agressions auraient été découvertes grâce à une vidéo trouvée par la mère de la victime. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. 3 pays en 3 jours pour François Hollande en Afrique. Si c'est par le Bénin qu'il entame sa tournée, c'est pour saluer l'exemple démocratique de ce pays, l'un des rares en Afrique à avoir connu 3 alternances ces 25 dernières années. Vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce que, en Afrique comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Un discours qu'il aura plus de mal à répéter dans les 2 prochaines capitales visitées, puisqu'en Angola et au Cameroun, les présidents sont en place depuis 35 et 32 ans. L'alerte à la canicule ne cesse de s'étendre. Plus de la moitié de la France souffre de la chaleur. 51 départements sont désormais en vigilance orange. Le trafic SNCF continue lui aussi d'être perturbé suite aux fortes chaleurs. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, a déjà prévenu, les départs en vacances seront impactés. Des retards, des annulations de trains, en cause les mesures supplémentaires de sécurité liées à la canicule. Cet été, les principales gares françaises doivent accueillir plus de 24 millions de passagers. L'entretien du jeudi 22h avec mon invité ce soir, il est cardiologue, nutritionniste, auteur de très nombreux ouvrages sur notre santé, le docteur Frédéric Salman. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. On va parler ce soir des conseils avant l'été, de notre corps, de notre mental et notre mémoire, très important, des progrès effectués. Mais d'abord, docteur, ce sont des journées très chaudes, un épisode caniculaire qui se poursuit. Est-ce que selon vous, le gouvernement et le corps médical a suffisamment anticipé cette période alors qu'on dit que les urgences sont sous tension? Le gouvernement et les autorités font le maximum. On ne peut pas tout faire parce que la canicule fragilise les gens les plus sensibles. Mais l'information est donnée. On n'aura pas les mêmes dégâts qu'il y a quelques années. Les gens connaissent à peu près la marche à suivre, mais je pense que c'est pas mal de les rappeler. Il faut bien sûr penser à boire. Et que vous savez, beaucoup vont se coucher après cette émission. Il faut dormir au frais. Donc, dormir nu, bien évidemment. Une jambe sur le drap pour augmenter la fraîcheur. Prendre une douche fraîche avant de se coucher. Parce que 2 minutes sous la douche froide baisse la température du corps. Et pour bien dormir, c'est très important, il faut avoir 1,5 degré en moins. Donc, avec une douche froide,
vous allez sécréter des endorphines. Vous savez, c'est des hormones qui fait que c'est comme de la morphine. On se sent détendu. On booste son immunité, oui. On perd 200 calories parce qu'on mobilise la graisse brune et surtout, on rafraîchit le corps, ce qui est très important. Et si votre lit est trop chaud, pensez à mettre des glaçons dans la bouillotte, ou vous savez, des poches en plastique fraîches sous les draps, vous aurez un lit frais et vous allez dormir comme un bébé. Parfois, les conseils apparaissent, pardonnez-moi de vous le dire, parfois un peu simplistes. Est-ce qu'il faut les rappeler? Parfois, ça paraît comme être des règles de base. Le bon sens se perd. Et c'est ce qu'il y a de plus solide. Et j'ai découvert qu'à travers des règles d'hygiène, des règles très simples qui ont été oubliées, qui ne sont plus enseignées du tout, de les ni à l'école, ni au sein de la famille. Nulle part. Les règles d'hygiène étaient enseignées des maîtres aux élèves, des mamans aux enfants, et tout ça, ça a disparu. Et mon objectif, c'est, sur les choses très simples pour rester longtemps en bonne santé, c'est de rappeler le bon sens qui s'est perdu. Alors, il y a le corps, on va en parler, il y a aussi la mémoire, vous dites, parce que là, on est avant l'été, qu'il faut aussi également l'entretenir, la mémoire. Alors, exemple d'exercice, alors qu'on va rester 1 ou 2 mois en vacances. Vous avez raison, vous savez, je vais vous dire une chose. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Je ne vous dis pas dans quel état on revient. Il faut quand même prendre des vacances, docteur, oui. Évidemment, mais il faut entretenir sa mémoire. Parce que sinon, alors, vous savez, on est avec un stock de neurones et petit à petit, on en perd. Mais il y a une façon d'en gagner. Si par exemple, tous les deux, on nous fait un IRM aujourd'hui, on a la taille de notre cerveau, et pendant 3 mois, parce qu'on veut rentrer dans un cirque, on apprend à jongler, dans 3 mois, quand on nous refait un nouvel IRM, on a augmenté la taille de notre cerveau, on a une nouvelle aire du cerveau qui s'est développée. Ce qui veut dire que si on veut rester en forme intellectuellement et avoir une bonne mémoire, premièrement, il faut faire tout le temps des choses nouvelles. Il faut casser le rythme. Il faut casser le rythme. Si on fait des choses nouvelles, vous savez, les vacances, c'est un moment formidable, non pas pour attendre la rentrée, pour prendre des bonnes résolutions, mais les prendre tout de suite. Pour qu'on récupère bien de ces vacances, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité. Il faut faire des choses nouvelles. Des cuisines nouvelles, rencontrer des gens nouveaux, des nouveaux paysages, surtout pas rentrer dans des routines. Parce que vous aurez l'impression que les vacances sont passées trop vite et vous ne récupérerez pas bien. Parce que si on fait des nouveautés, on sécrète des hormones du bien-être et là, on se fait vraiment du bien. Et ça, c'est le meilleur exercice, vous dites, pour entretenir la mémoire, le cerveau et d'une manière générale, et on va expliquer aux téléspectateurs qui peut-être ont déjà lu vos livres ou l'un de vos livres, c'est nous, notre propre médicament. On est au centre de tout. Oui, vous savez, il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier. Pas besoin de docteur alors? Non, quelque part un petit peu, mais pas comme on le pense. Vous savez, on a fait une découverte récente sur un truc très simple qui était les placebos. Je vous donne un comprimé, croyez que c'est un médicament. C'est du sucre. Et puis les gens disent, mais je suis soulagé. 30%, 40% des gens disent, mais c'est dans leur tête. Et puis on a pensé à faire des prises de sang. On s'est aperçu que le taux d'encéphaline, c'est comme de la morphine, montait en flèche dans le sang. Et ça, c'est une découverte passionnante. Ça montre que la force de la croyance envoie un signal à l'organisme pour qu'il fabrique ses propres médicaments naturels pour se protéger de maladies et aussi souvent guérir. Mais à l'inverse, il y a des gens qui se fabriquent un bain d'hormones corrosives et qui vont se fabriquer eux-mêmes leurs propres maladies graves. Donc mon objectif, c'est de transformer le négatif en positif pour justement arriver à ces sécrétions. Et non pas pour vieillir moins rapidement, mais pour mieux vieillir, dites-vous. C'est le cas? Oui, parce que il y a la longueur de vie, mais il y a la qualité de la vie. Et à partir du moment où on prend quelques mesures très simples, on va vieillir beaucoup mieux. D'abord l'exercice physique. Prenez de bonnes résolutions en vacances. 30 minutes d'exercice physique tous les jours. Et là où on a le temps, diminue de 40% les risques de cancer, Alzheimer, maladies cardiovasculaires. Attention, 30 minutes sans s'arrêter. Les 20 premières minutes, on brûle du sucre, ça ne sert pas à grand-chose. C'est après qu'on brûle les mauvaises graisses et que des molécules protectrices comme l'yrésine se dégagent. 30 minutes,
Mais c'est rien du Oui, tout. justement, docteur, ça fait partie du domaine de la santé publique. Ce que vous dites, le gouvernement devrait le dire ou le répéter plus souvent. Est-ce que vous êtes en train de prendre le relais de ce qui n'est pas fait ou pas assez fait? Je crois que tout est fait, mais je pense que de bien l'expliquer est important. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui me disent « Oui, mais je fais du sport le week-end. » Je vous dis « Mais tant que vous y êtes, vous lavez les dents que le week-end. » C'est essentiel. C'est le poids, par exemple. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Mais comment vous arrivez à cette précision dans les statistiques? Tout simplement parce qu'il y a des études maintenant formidables au niveau international qui vous montrent exactement l'effet des choses. Et l'excès de poids, c'est un vrai sujet de santé publique, parce que ça augmente les risques cardiovasculaires et les risques de cancer. C'est un vrai poison. Alors, en plus, vous allez me dire, oui, mais 95% des régimes, ça échoue lamentablement. Mais il y a des moyens efficaces pour maintenir un poids de forme bas à longueur d'année. Il y a des coupes-fins naturelles, il y a des aliments retards, il y a des points qu'on peut utiliser qui bloquent l'appétit. Donc, en fait, on a un arsenal très facile pour perdre du poids, disposition. à portée de main, au bout des doigts. On peut vraiment faire des choses formidables. Vous avez dit le surpoids, et c'est le cas, c'est une priorité nationale, c'est une priorité pour tout le monde, mais est-ce que c'est une priorité à la fois, justement, de santé publique pour le gouvernement? Prenons d'autres pays, aux États-Unis par exemple. C'est un combat, entre guillemets, qui est porté par la Première Dame et qui est souvent médiatisé. Est-ce qu'on en parle assez ici en France? Moi, je crois qu'on en parle assez. Les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, quand quelqu'un rentre... Ça veut dire déjà que c'est pas assez. Non, mais on ne peut pas... Quelque part, il faut prendre son temps pour expliquer ce qu'il faut faire. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas des moyens très simples à leur disposition qui vont les aider. Tenez, si vous attendez... Il y a beaucoup de gens qui mangent très vite. Donc, ils s'arrêtent quand l'estomac est tellement tendu qu'ils n'en peuvent plus. Si vous attendez 5 minutes au milieu d'un plat, ou avant d'en reprendre, le message a le temps d'arriver au niveau du centre de la satiété dans le cerveau. Et vous n'en reprenez plus. Vous avez connu le truc au restaurant, quand vous attendez trop longtemps le dessert, vous n'en voulez plus. Il y a des tas de petites choses, il y a des coupes-fins naturelles, des aliments coupes-fins très simples et sans danger, il y a des points qu'on peut stimuler, on peut faire des tas de choses faciles pour garder son poids bas à longueur d'année. Que vous avez testé sur vous-même, on peut le dire, docteur. Écoutez, absolument. Vous avez perdu beaucoup de poids? J'ai perdu. Il y a 20 ans, je faisais 23 kilos de plus. Je les ai jamais repris. Et tout ce que je propose, je l'ai testé. Et mes patients aussi, je veux dire que quelque part, je n'utilise pas de médicaments pour maigrir, ni de régime, parce que le régime ne marche pas. C'est pas une obsession, reprendre le poids. Vous êtes à un poids qui est naturel et normal, vous n'y pensez pas toujours, vous ne faites pas toujours attention, parce que c'est ça aussi, non, parce que la grande crainte et angoisse de ceux qui perdent du poids. Parce que ce qu'il faut, c'est changer nos régulateurs. Par exemple, si vous mettez plus de sucre dans votre café ou votre thé, je ne sais pas si c'est votre cas, le jour où on vous remet plein de sucre, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, vous changez vos paramètres du goût. Vous voyez, si vous habituez à moins salé, est-ce que le sel est un accélérateur de l'appétit, alors que le poivre est plutôt brûleur de graisse, vous allez changer, vous voyez, petit à petit, par petites touches. Il faut connaître, pas y aller trop d'un coup, c'est pour ça que je donne toujours des petits conseils pratiques efficaces pour que d'un seul coup, vous repreniez la main et l'excès de poids va vous enlever des années de vie. En plus, sur le plan esthétique, il y a un certain préjudice qui existe et ensuite, les gens ne sont pas bien dans leur peau. Mais ce n'est pas quelque chose de magique. Il faut petit à petit utiliser ses propres ressources et on y arrive vraiment formidablement bien. Il faut connaître des astuces. Il y a des aliments qui ont l'air pas caloriques. Par exemple, en ce moment, je vois des gens qui mangent plein de pastèques. Qu'est-ce que vous nous conseillez en ce moment? Parce qu'on sait qu'il faut boire, s'hydrater, mais quel aliment il faut privilégier, au contraire, éviter? Alors, un exemple. Par exemple, quelqu'un est devant sa télévision, qu'est-ce que vous lui conseillez là s'il a une petite faim? Alors, les concombres, par exemple, 97% allez acheter un concombre d'eau dans le frigidaire. 97% d'eau. Donc, autrement dit, vous allez manger de l'eau. Il y a des gens qui ont du mal à boire alors qu'il fait chaud. Prenez des aliments très riches en eau. Par contre, si vous prenez de la pastèque, alors c'est plein d'eau, mais là, je ne le conseille pas. Parce que la pastèque, 24 calories, on dit, c'est rien, j'y vais. Mais ça a un index glycémique, c'est-à-dire que ça fait sécréter un maximum d'insuline. Ce qui veut dire qu'on aura un coup de pompe ensuite, et ça facilite l'entrée des graisses dans les cellules. Donc, on a déjà quelques indications. Il faut connaître, c'est comme, il y a un code de la route, il faudra apprendre un code pour bien manger.
Docteur Salman, il y a notre rapport, notre perception à la nourriture, au poids et également à l'âge. On en a un petit peu parlé tout à l'heure et c'est un élément important dans notre société. On va écouter un responsable politique, c'était Alain Juppé il y a quelques jours et il répondait à la question suivante, est-ce que vous allez faire un deuxième mandat si vous êtes élu ? Oui, sauf progrès spectaculaire des biotechnologies qui me permettraient de remplacer mon cerveau, mon cœur et tous les organes. Ça vous donne une liberté ? Je pense que ça me donne une liberté. Parfois, on se dit que les hommes politiques sont surtout préoccupés de leur réélection. Eh bien, dans ce cas, c'est différent. Il y a deux aspects, on va en parler. Il y a les progrès des neurosciences et puis il y a la perception par rapport à l'âge dans notre société. Il y a eu un débat il y a quelques jours pour dire qu'il fallait interdire à un candidat de se présenter à une élection au-delà de 70 ans. Est-ce que pour vous, il y a un âge limite de manière générale ? Il n'y a aucun âge limite. Et il y a d'abord une première constatation. On a étudié des hommes qui prenaient leur retraite à 60, 65, 70, 75, 80. 15% d'Alzheimer en plus tous les 5 ans. Plus c'est tôt, plus vous risquez. Einstein le disait, la vie, c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe. Si par exemple je prends vos 2 jambes pour qu'elles se reposent, j'ai plâtre de moi. Quand je casse le plâtre, vous tombez par terre, il n'y a plus de muscles. Donc, qu'Alain Juppé, un politique, se présente très tard, il choisit la vie. C'est très simple, c'est que la notion qu'on a de retraite, en fait, c'est un danger. Quelque part, c'est plus vous allez être en activité, ça dépend de ce qu'on fait pendant sa retraite. Mais plus vous serez en bonne santé. Et quelque part, je dirais qu'il n'y a pas d'âge limite, justement parce que quelqu'un qui est en activité et qui va prendre un petit peu de risque, qui va être un peu sous tension, juste ce qu'il faut, eh bien, il vivra plus longtemps en meilleure santé. C'est aussi un bon médicament. C'est l'activité et je ne mets pas de limite. Vous avez un exemple, on va le prendre juste pour expliquer aux téléspectateurs, c'est un animal assez particulier, comment s'appelle-t-il déjà ? Ah, ça c'est mon dada, c'est le rat taupe nu. Alors, le rat taupe nu, imaginez... Le rat taupe nu, oui. J'ai la chance de participer à un projet de recherche sur cette petite souris. C'est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie, Kenya. Et elle vit 30 ans en excellente santé. Il faut savoir qu'une souris, ça vit à peu près 2 à 3 ans. Ce qui reprend pour... Si nous, on était humains, c'est comme si nous, on vivait 600 ans en bonne santé. Et vous savez, on a 99% de gènes communs avec cette petite souris. Donc imaginez, alors, elle résiste au cancer. On lui a implanté des cellules cancéreuses épouvantables. Elle les rejette tout de suite. On l'expose à des cancérigènes chimiques horribles. Rien. Aucune maladie cardiovasculaire, aucune maladie neurodégénérative. Elle vit 30 ans en parfaite santé, sans aucune maladie et aucun signe de vieillissement. Un exemple. Alors en attendant les 600 ans, docteur, je vous propose comme tous les jeudis à notre invité de réagir à notre semaine d'actualité qui est croquée en dessin par notre caricaturiste Hervé Baudry. Ensuite on choisit un dessin, on le commente ensemble. Avec plaisir. Que retenez-vous dans l'actualité cette bien semaine ? sûr, je réagis en médecin à la canicule, évidemment. Et vous savez, c'est finalement une opportunité, la canicule. C'est-à-dire ? On se dit, oh là là, catastrophe et tout, parce que c'est une bonne façon pour changer un peu ses habitudes alimentaires. Quand il fait chaud comme ça, il faut prendre plutôt des légumes, quelques fruits, de l'eau, manger léger. Si vous prenez de la viande, des poissons, du baba au rhum, tous ces trucs-là, vous allez dépenser de l'énergie et monter votre température. Ou prendre du vin, du rosé, où est-ce que je veux dire ? On apprend à se nourrir autrement et être tout à fait bien. Avec modération. Avec modération. Et c'est un bon starter
pour commencer une vie nouvelle. Et passer un bel été. Et passer un bel été. En fait, profiter de la canicule pour apprendre à vous nourrir. Ce que l'on vous souhaite légèrement. aussi, docteur. Exactement. Un très bel été. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. On rappelle le titre de votre dernier livre en date. Prenez votre santé en main. Ce livre changera forcément quelque chose dans votre vie chez Albin Michel. Merci encore. Merci. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous. Dans quelques instants, à suivre les grands moments de la grande conférence climat et territoire. C'est à Lyon que ça s'est passé. C'est un best-of à suivre. Merci de votre fidélité tout au long de cette année. Vous retrouvez à partir de lundi Perrine Ternot et je vous souhaite un très très bel été. À bientôt, avec plaisir.